Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler B2B, mais ne vous inquiétez pas, ce sera pas ennuyeux du tout. J'ai invité le meilleur formateur en la matière. Pierre Hérubel est solopreneur spécialisé dans le contenu B2B. Il n'a pas pu se rendre dans nos studios aujourd'hui, mais vous pouvez quand même suivre cet épisode en vidéo. Pierre, bienvenue dans ton premier épisode de Marketing Square. Salut Caroline, merci pour l'invitation. Et ouais, j'ai pas pu venir sur Paris, je suis en Thaïlande, c'est un peu loin de Paris, mais la prochaine fois. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez toujours à aller plus loin, alors vous allez adorer. Avec HubSpot, dites adieu aux opportunités manquées. Leur plateforme client unifiée et alimentée par l'IA intègre des logiciels d'engagement client et un CRM vraiment intelligent. Ne me croyez pas sur parole. Découvrez par vous-même comment HubSpot peut accélérer votre croissance en alignant vente, marketing et service client. Rejoignez la révolution HubSpot et rendez-vous sur notre page hubspot.fr/marketingsquare pour découvrir ce qu'on vous a concocté. Alors aujourd'hui, on va parler des nouvelles tendances B2B. Déjà, une question rapide pour commencer. Comment est-ce que t'expliquerais c'est quoi le B2B pour le commun des mortels? B2B, ça veut dire business to business. Donc c'est tout simplement quand un business s'adresse à un business et pas un consommateur final pour vendre des services, des produits ou des prestations. Donc B2C qui est business to clients ou to customers, c'est-à-dire ça va être que le B2B en fait c'est sur des cycles de décision qui sont plus longs avec des paniers moyens qui sont aussi plus élevés. Donc en fait les techniques utilisées et même la mentalité utilisée dans le marketing va être différente, plus long terme. Et donc, les marketeurs, quand ils passent de B2C à B2B, admettons, ils doivent s'habituer. Et même si cette frontière entre B2B et B2C a tendance à se lisser au fur et à mesure des années, on va en parler aussi aujourd'hui, effectivement, le B2B, c'est adresser une audience de professionnels. Donc, autrement dit, c'est un peu la com de bureau. Vous n'êtes pas la même personne dans la vie perso et dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles tendances B2B, comment adresser des audiences de professionnels et comment est-ce que tu définirais un petit peu l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe en 2024 et qu'est-ce qui arrive en 2025 comme mouvance un petit peu générale? Le postulat de base, c'est que c'est l'acheteur qui décide d'acheter. Et donc, en fait, le marketeur doit s'adapter à la manière dont les acheteurs achètent. Et donc, dans les dernières années, là, il y a eu beaucoup de mouvements sur comment les acheteurs trouvent des informations, comment ils décident d'acheter, comment ils comparent des solutions, etc. Et en fait, on arrive sur un stade où on est sur une trend qui s'appelle le self-serve buying trend. Donc en gros, les acheteurs achètent par eux-mêmes et ils veulent d'abord s'informer avant de parler à un sales. Alors qu'avant, ils devaient d'abord parler à un sales pour avoir accès à l'information et ensuite ils devaient comparer les options et maintenant ils s'informent d'abord et ensuite ils contactent un sales et là ils veulent avoir accès à un sales directement. Et c'est à cause de ce mouvement de marché qu'il y a l'émergence du PLG, donc Product-Led Growth, des personal brands, du content marketing, donc des stratégies de contenu. Parce qu'en fait, les marketeurs doivent se positionner dans ce parcours d'achat sans mettre un sales au milieu du chemin. Donc obligé de faire du contenu, obligé de faire des webinaires, des podcasts, des short vidéos comme tu connais bien, etc. C'est un petit peu devenu, encore une fois, le client est roi, toujours plus. Le client, il a de moins en moins de temps. Le professionnel, il est débordé. Il a accès à l'information instantanément. Donc, il est devenu un petit peu tyrannique. Il veut se servir de l'information, seulement l'information dont il a besoin. Donc, on a aussi segmenté sur les sites l'information pour aller direct à l'essentiel. Souvent, les sites maintenant segmentent aussi par persona. On le voit arriver beaucoup dans le B2B. Maintenant, c'est « Ok, je suis tel type de persona, je suis directeur de clientèle, je suis chef de pub ». On va segmenter comme ça pour que direct, on ait des landing pages qui soient 100% personnalisés. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as soulevé sur les sales à la demande. C'est effectivement, on veut être appelé par un commercial sur son besoin spécifique, donc qualification pour les marketeurs obligatoire du call pour être sûr que n'arrive pas un commercial qui va redire au client ce qu'il sait déjà. Et ce client, comme tu nous l'as dit, il est redoutablement informé. Parfois, il en sait même plus que le commercial lui-même. C'est ça le nouveau client B2B. Et justement, Pierre, quels sont les facteurs de décision d'achat qui vont pouvoir nous aider à charmer ce robuste client? Il y a deux choses à savoir par rapport à ton client, c'est assez simple d'un point de vue théorique en tout cas. Il faut comprendre pourquoi il achète et comment il achète. Il y a beaucoup de personnes, de marketeurs qui s'intéressent de plus en plus au why. Donc dans le why, c'est les buying triggers. Donc à partir de quel moment il se dit « Ok, il faut que j'achète. Ok, c'est intéressant pour moi ». Il y a aussi les problématiques
les limitations qu'ils rencontrent, les pain points plutôt urgents ou moins urgents, etc. Donc tout ça, il faut le comprendre. Le deuxième, c'est le how, c'est le processus décisionnel en fait. Et ça, il y a un peu moins de marketeurs qui s'y intéressent, mais c'est d'autant plus intéressant. Donc en gros, c'est comprendre à quel moment de l'année il achète, le client idéal, l'ICP, Ideal Customer Profile, quelles étapes il passe pour arriver à cette étape d'achat, et également qui est dans le buying committee, donc à qui va faire appel, donc qui est le champion en interne, qui sont les decision makers, quelle est la team support qui va contribuer à l'achat également. Donc ça, c'est le how, et ça va être vraiment essentiel parce que si tu sais pourquoi ton client achète mais tu sais pas comment il achète, tu vas être vite bloqué, tu vas avoir un bon messaging mais tu vas avoir du mal à créer les bons contenus parce que par exemple, ton client, il a besoin de voir un case study très précis ou il a besoin d'avoir une fiche RGPD très précise pour acheter ton produit. Si t'es pas au courant qu'il a besoin de ça, eh ben tu peux pas le créer et tu peux pas le convaincre. Donc il faut vraiment comprendre le why et le how pour pouvoir convaincre tes clients. Trop intéressant, on a déjà un peu spoilé la suite, puisque la tendance numéro 1, c'était justement ce comportement d'utilisateur, d'acheteur qui est 100% passif. Donc maintenant, en fait, il va plutôt être en spectateur et avoir besoin de se servir à la demande et qu'on soit là quand il a besoin. Mais c'est l'ère de la demand gen, ça doit venir de lui, mais en même temps, il a rien à faire et c'est la bonne information qui vient au bon moment. Et puis, deuxième tendance, tu nous dis, on a un comportement d'achat qui se dénucléarise, si je puis dire, c'est-à-dire tu nous dis il y a des buying committees qui se mettent en place. Comment est-ce que quand tu es dans une situation où tu dois vendre, comment est-ce que tu peux analyser qui intervient dans ce process décisionnel? Donc déjà sur le premier point, pour donner un peu des pourcentages, même s'ils sont pas avérés, on estime qu'environ sur 100 personnes, donc sur 100%, tu as 95% de ton marché qui en général n'est pas prêt à acheter en fait. Donc, sur ces 95%, comme tu dis, il faut faire de la demand gen, donc faut créer beaucoup de contenu éducationnel, etc. Et c'est ça qui va petit à petit les orienter vers toi quand ils rentrent dans les 5 derniers pourcents. Les 5% c'est quand ils veulent acheter, en fait. Donc là, il faut capturer la demande. Ça, c'est sur le premier point. Sur le deuxième point, les buying committees, donc ça, par contre, c'est pas nouveau, mais c'est comment ça s'articule. C'est nouveau, parce que des buying committees en B2B, il y en a depuis que le B2B existe. C'est des gens qui se mettent autour d'une table avec ta proposal au milieu et ils vont dire est-ce qu'on achète ça ou est-ce qu'on achète la proposal 2 ou la proposal 3. Là, ce qui se passe maintenant, c'est que tu as des influenceurs qui sont dans les buying committees également. Les influenceurs, ça va être des personnes externes. Par exemple, tu as des boîtes qui engagent maintenant des créateurs de contenu pour être au courant des nouvelles tendances. Tu vois, il y a divers types d'influenceurs qui viennent et qui vont donner leur avis sur qu'est-ce qui doit être acheté, quel projet doit être lancé, etc. Donc ça, c'est assez nouveau. Ensuite, comment le buying committee s'articule? Tu as toujours évidemment les emails interminables avec les proposals, etc. Mais tu as aussi, dans les buying committees, ils vont non pas lire les case studies, les témoignages, etc. du vendeur, ça ils vont le faire évidemment, mais ils vont aussi se renseigner dans les communautés. Aux US, par exemple, tu as une communauté qui s'appelle Exit 5, et dans Exit 5, tu as plein de B2B marketeurs. Et à chaque fois qu'un comité ou un champion veut acheter quelque chose, il va demander auprès de son réseau qu'est-ce que vous pensez de ça, est-ce que c'est un bon partenaire, etc. Donc tu as en effet une décentralisation de la fonction achat dans la mesure où tu as de plus en plus d'influence externe. Donc ça, c'est super important à comprendre. Et c'est pour ça que une boîte qui crée sa propre communauté, elle prend une longueur d'avance sur cette typologie d'achat. 2 boîtes géniales qui font ça dans le B2B que vous pouvez aller regarder pour vous inspirer. C'est Lemlist, la communauté de Guillaume Moubèche, qui de base était partie sur l'approche cold email. Comment est-ce qu'on fait en fait pour faire de l'approche à froid par email auprès des prospects? Et en fait, il a élargi à la thématique de la vente en général, c'est-à-dire sa promesse maintenant, c'est comment devenir un meilleur commercial pour Lemlist, et pour sa communauté personnelle, c'est comment devenir un meilleur entrepreneur. Donc, il est vraiment parti sur le why que tu nous décrivais tout à l'heure. Et un autre entrepreneur que je suis beaucoup et qui, je trouve, est en train, en France, vraiment de renouveler un petit peu le paysage B2B et de le rafraîchir, c'est Thibaut Renouf, qui a une boîte qui s'appelle Partout et qui a une communauté qui s'appelle Growth Tribe. Je sais pas si tu connais, Pierre, mais ces 2 entrepreneurs en France, ils font vraiment bouger les choses dans le B2B, donc c'est bien de leur rendre hommage aussi. Ouais, c'est 2 super exemples. D'ailleurs, Lemlist avec Guillaume font ça depuis le début de Lemlist. Je m'en rappelle, au tout début, il y avait un groupe Facebook avec les gens qui apprenaient le cold email. Donc ils ont été, parce qu'il y a une équipe aussi derrière, vraiment novateur dès le début sur ce système.
Et c'est un des points pour lesquels ils ont autant grossi. Et les groupes Facebook marchent encore du feu de Dieu, dans le B2B comme dans le B2C. D'ailleurs, mais tu vois, hier, j'étais sur un webinaire d'un gros mec américain qui travaille ce qui s'appelle le Founder-led Growth. Et ben lui, en fait, il actionne tout ça via un groupe Facebook. Et je me dis déjà, Facebook, c'est ringard en France, c'est que ça fait un bail que c'est ringard aux US. Et ben pas du tout. Je sais pas si tu observes ça aussi, Pierre, mais ils ont gardé ces acteurs des groupes Facebook. C'est que ça a l'air de encore marcher finalement. Je pense que c'est cyclique aussi. À un moment, Facebook, c'était ringard. Et c'est devenu tellement ringard que c'est redevenu bien, tu vois, un peu comme la mode. Et après, il y a ces C'est acteurs-là. vintage. Ouais, c'est ça. Et c'est de retour. Et ces acteurs-là, même Gary Vee, etc., ils ont gardé leur groupe Facebook. Et ouais, de toute façon, en fait, à partir du moment où tu peux multiplier tes canaux d'acquisition et que tu as la bande passante pour le faire, faut pas s'en priver. Hein. C'est juste une question de priorisation. Si tu peux faire un groupe Facebook, un Slack, un Discord, du contenu LinkedIn, etc., et que tu as toujours de la bande passante, bah go. Hein. Faut juste avoir la team en interne ou être très productif. Comment tu priorises justement, Pierre, pour tous ceux qui sont en train de nous écouter et qui vont à la rentrée avoir la fameuse table ronde, ok, sur quoi est-ce qu'on met le paquet cette année? Quels conseils tu peux leur donner pour prioriser les canaux avec peut-être une règle, on a un premier scénario de quelqu'un qui vient de se lancer et qui arrive dans le B2B, et un deuxième scénario de quelqu'un qui a un peu de métrique déjà à analyser et qui est là depuis peut-être 2 ou 3 années. Déjà, dans les deux cas, la fondation, c'est de partir du client final. Donc, de s'interroger sur, comme je disais avant, pourquoi ils achètent, comment ils achètent. Bien identifier les limitations qu'ils ont cette année-là, parce que ça change d'une année à l'autre. À partir de ça, lister des hypothèses qui vont matcher, cette réalité de marché. Après, d'un point de vue plus que faire, là, il y a toujours LinkedIn. Moi, je conseille d'aller à fond dessus. Ensuite, de faire du warm outreach. Donc, warm outreach, c'est quand on crée beaucoup de contenu, ça génère des opportunités. Et à partir de ces opportunités, on a des signaux d'intention qui sont dégagés. Il faut aller chercher ces signaux d'intention. Donc, ça va être, par exemple, les engagers sur les posts. Ça va être les gens qui téléchargent des documents sur le site. Ça va être aussi quand ils ouvrent des emails, quand ils les forwardent, etc. Ça va générer des insights. Et, en fait, de prioriser les gens qui consomment le plus votre contenu plutôt qu'aller faire de la prospection à froid sur des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous, en fait. Pierre, j'ai trop hâte que tu nous dises juste après comment est-ce que tu organises toute cette stack pour qu'on puisse s'outiller pour cette année, parce que j'adore ce que tu as dit sur effectivement la prospection à chaud. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans sur le sujet des warm intros. C'est en fait, au lieu d'aller prospecter à froid, les techniques de forceur, les gens, ils en peuvent plus de la prospection. En fait, le fait d'avoir déjà un contact en commun ou d'avoir déjà un point de touche, ce sur quoi tu travailles en commun, c'est ça, le warm outreach. Et en fait, la personne, elle a déjà été demandeuse. Et du coup, on va répondre à la demande. Et là, ça inverse le rapport de force et ça crée des conversions faciles. Mais je te laisse enchaîner, Pierre, sur le deuxième cas. Donc, on est sur le cas d'une personne qui a déjà 2-3 ans. On est sur un CMO qui a déjà une boîte qui a 2-3 ans d'existence et qui se demande comment cette année il va pouvoir prioriser ses canaux. Déjà, la fondation, ça va être la même. Ça va être de se réinterroger et de refaire une étude de marché un peu plus élargie que dans le premier cas sur les problématiques des clients et des différents groupes de clientèle au sein de sa boîte. On va être aussi sur de l'analyse quanti, sur ce qui s'est passé les 6 derniers mois, les 12 derniers mois. Il faut aller analyser tout simplement ce qui a eu le plus de ROI. Je te donne un exemple, tu peux pas dire, OK, ce post LinkedIn, combien de chiffre d'affaires il a généré. Tu peux pas faire ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est demander à tes clients sur un forum ou pendant un call ou avec tes sales, d'où venez-vous, où est-ce que vous avez entendu parler de nous, etc. Et si tu te rends compte que tout le monde vient de LinkedIn ou tout le monde vient de ton podcast, c'est là où tu vas devoir valoriser en fait cette action et tu la valorises au niveau du canal. Tu vas pas dire c'est ce podcast le 12 juin qui a généré ce client-là, ça sert à rien. Trop intéressant ce que tu nous as partagé. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de la buyer journée et on n'a pas parlé des problématiques d'attribution, le cauchemar du marketeur, ce qu'on appelle dans le jargon la dark attribution. Est-ce que tu as quelques astuces, Pierre, pour les marketeurs qui vont souffrir cette année du manque d'attribution? Comment est-ce que toi, tu fais, par exemple, quand quelqu'un arrive pour prendre ta formation en ligne, quand tu reçois quelqu'un en rendez-vous? Est-ce qu'il y a des petites actions faciles qu'on peut mettre en place pour pouvoir retrouver une attribution saine et une vie sereine? L'attribution, c'est assez faussé de base dans la mesure où ça ne prend pas en compte comment le cerveau humain réfléchit et les mécanismes du cerveau humain en fait. Ça va aller chercher d'où vient la vente, sauf qu'en fait cette personne peut-être qu'elle a entendu parler de toi il y a 2 ans
Ou comme tu dis, Dark Social, peut-être tu l'as croisée à un barbecue et ensuite elle a fait une recherche LinkedIn, elle t'a suivi pendant 6 mois et après elle a tapé le nom de ta boîte dans Google et dans ton UTM, il va avoir écrit Google Organic Search et tu vas dire c'est le SEO qui marche bien. Tu vois, c'est biaisé d'une certaine manière. Ce qu'il faut aller faire, c'est d'avoir une approche un peu plus basée sur la réalité. Et le mieux, c'est de leur demander en fait directement sur les opt-in par exemple, où est-ce que vous avez entendu parler de cette newsletter, sur les formulaires de démo ou même pendant les calls. Et en fait, va falloir comparer ce que ton software Google Analytics par exemple te dit et ce que tes clients te disent. Et tu vas devoir analyser les deux en fait pour savoir qu'est-ce qui est vrai. Pierre, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Dis-moi, pour finir l'épisode, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta stack idéale pour cette année? Comment est-ce qu'on doit s'outiller? Est-ce que toi, par exemple, tu utilises des IA un peu New Age dont on n'a pas trop entendu encore parler en France? Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de survie du marketeur B2B pour cette année? Avec quels outils on doit s'outiller? Est-ce que tu mets beaucoup d'IA ou pas? Moi, j'utilise beaucoup d'outils d'études de marché parce que comme tu as compris, pour moi, c'est le nerf de la guerre de comprendre le marché, les clients, etc. Donc, j'utilise beaucoup SEMrush. J'utilise Google Trends avec un plugin qui s'appelle Glimpse, Glimpse. Donc, ça va supercharge ton Google Trends. C'est eux qui disent ça dans le supercharge, dans le messaging. C'est vrai que là, les détracteurs du franglais sont en sueur avec cette phrase. Yes. Ensuite, j'utilise un outil qui s'appelle Kajabi pour ma formation, l'emailing, etc. Après, j'utilise Substack pour la création de contenu newsletter. Je fais beaucoup d'infographies. Ça, j'utilise Canva. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand je dis Canva. Ils me disent « Ah, pourquoi t'es pas sur Figma, etc. » Mais j'ai pris l'habitude d'utiliser Canva. J'adore ça. Et donc, le dernier point, c'est de bien choisir le CRM en fonction du stade de votre entreprise. Et après, sur le deuxième point, sur la partie IA, moi, en fait, je sépare deux choses sur l'utilisation de l'IA. Il y a premièrement ce que le client voit, donc la partie content, website, image, etc. Ça, j'utilise pas d'IA du tout. Parce qu'en fait, ce que je veux surtout pas, c'est que mon contenu ressemble à de la commodité, à une commodité dans le sens où ça peut être trouvé n'importe où. Ça, c'est la fondation du content, c'est d'avoir du contenu unique pour qu'il soit consommé. Donc sur la partie front, en tout cas, j'utilise pas l'IA. Par contre, sur le back-end, j'utilise l'IA sur de la recherche, sur de l'analyse de données, sur la structuration de données également, sur de la mise en tableau, sur des champs sémantiques, sur de la grammaire, des choses comme ça. Mais derrière, le contenu que je fais, c'est moi qui l'écris en fait. Donc le seul conseil que j'ai à donner, c'est dans l'état actuel des choses, vaut mieux garder l'IA pour le back-end plutôt que le front-end en fait. Trop intéressant. Merci Pierre de nous avoir partagé tout ça. Pour tous ceux qui sont intéressés par les ressources de l'épisode, rendez-vous dans la newsletter. D'ailleurs, vous pourrez retrouver tous les liens pour pouvoir regarder de visu les infographies créées par Pierre sur Canva. Maintenant, on connaît tes secrets de fabrication. Et d'ailleurs, j'ai trop hâte que tu reviennes dans un nouvel épisode pour nous dévoiler ta routine d'engagement. Comment est-ce que tu mets en place ce warm outreach que tu nous as teasé dans cet épisode? Merci Pierre d'être venu nous voir dans Marketing Square. Et pour te retrouver, Substack, LinkedIn, obligatoire. Est-ce que tu as d'autres réseaux où tu es présent? YouTube aussi, lancé dernièrement. Et j'ai mon site aussi, pierrehubel.com. Assez simple. Et je recommande à tout le monde de suivre ton cours, qui est un des meilleurs cours sur le content marketing B2B. En plus, ça vous fera travailler votre anglais. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.